Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé effectue une visite de travail dans les régions du Nord, à savoir Obok. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où 5 soldats israéliens tués dans une embuscade au nord de Gaza. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Direction le nord du pays où, je vous le disais dans le titre, le docteur Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé, accompagné d'une importante délégation, a effectué une visite de travail dans la région d'Obok. Cette région fait face à un afflux massif de migrants, principalement des pays limitrophes, exerçant une pression considérable sur ses structures sanitaires. Et par la mer, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, notamment M. Moussa Adel Migani, préfet de la région, Mohamed Abbas, président du conseil régional, Dr Hassan Ibrahim, médecin-chef du centre médico-hospitalier du CMH d'Obok, ainsi que des chefs coutumiers et des représentants d'organisations de la société civile. L'objectif principal de cette visite était de s'enquérir de la situation épidémiologique dans la région, aggravée par l'afflux de migrants. Le docteur Ibrahim a exposé en détail l'impact significatif du nombre élevé de migrants sur le fonctionnement des structures de santé locales. Le ministre Ahmed Roble Abdillah a affirmé que le soutien de son ministère pour aider ces structures à faire face aux situations. Après une visite du CMH de Broc, une réunion de concertation a eu lieu avec les autorités locales et les leaders communautaires, rassemblant l'administration représentant du conseil régional, les chefs coutumiers, l'association et la Croix-Rouge, et plusieurs préoccupations majeures ont été soulevées par les participants, rappelant la construction des postes de santé dans les localités de Melhoulé, Andoli, Las'a, Adgueno, ces dernières étant particulièrement enclavées, l'affectation d'une vedette rapide pour les secours en mer et la gestion des accidents majeurs, l'amélioration de l'approvisionnement en médicaments essentiels, le renforcement des capacités humaines et logistiques du CMH d'Obok. Ainsi, le ministre a souligné que cette visite était sa 4e dans la région en moins d'un an, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins des populations des régions de l'intérieur. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est aussi l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti en coordination avec la capitainerie et le directeur général de la SGTD a apporté une aide d'urgence à l'équipage MV Magic Seas, un vraquier battant pavillon libérien qui a été attaqué dimanche en mer Rouge au sud-est de Hodeida sur la côte yéménite. L'équipage du navire a abandonné le navire en mer et a été secouru par le porte-conteneur Safran Prism et a été ramené sain et sauf à Djibouti. Au total, 22 marins ont été sauvés, dont un Roumain, un Vietnamien, 20 Philippins. Ils ont débarqué en bonne santé, sains et saufs, hier après-midi au terminal à conteneurs du SGTD. Djibouti réitère son engagement en faveur de la sécurité maritime et du sauvetage des vies en mer, conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Je vous emmène dans le sud du pays où le changement climatique a impacté un bon nombre d'endroits sur le globe de la République de Djibouti, n'a pas été épargné. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue dans la région du Dikil où sévit une sécheresse sans précédent ces dernières années. Regardez, c'est un document de la rédaction. Est frappé par une sécheresse sévère et prolongée, résultat d'un déficit pluviométrique et de l'impact du changement climatique. Dikil, connu pour son élevage et son agriculture, est aujourd'hui à la merci d'une sécheresse sans merci. Une situation humanitaire préoccupante, exigeant une aide d'urgence et des solutions durables pour renforcer la résilience face à ces épisodes de sécheresse récurrents. Une équipe de la RTD s'est rendue sur place. La région du Dikil est depuis longtemps le théâtre d'une sécheresse récurrente
qui pèse lourdement sur ses habitants. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais une réalité implacable qui façonne le quotidien des communautés pastorales et agropastorales de cette partie de la République. Année après année, le cycle se répète. Les pluies, rares et capricieuses, ne suffisent pas à recharger les nappes phréatiques ni à faire verdir les pâturages. Les wadis restent à sec et les rares points d'eau se tarissent rapidement, forçant bétail et humains à entreprendre des migrations toujours plus longues et plus périlleuses en quête de survie. La sécheresse récurrente à Dikil n'est pas seulement un défi climatique, c'est une preuve humaine qui interpelle. Elle nous rappelle l'urgence d'agir pour soutenir ces communautés et les aider à construire une résilience durable face à un climat de plus en plus imprévisible. Dans les localités et sous-localités de cette région, l'impact de la sécheresse et du réchauffement climatique est particulièrement criant. Les éleveurs voient leur cheptel, leur unique richesse et moyen de subsistance décimés par la soif et la faim. Autrefois, pilier de l'élevage et de l'agriculture, Dikil est aujourd'hui à la merci de ces conditions climatiques extrêmes. Les pluies, déjà rares et irrégulières, ont été nettement inférieures aux moyennes saisonnières, voire inexistantes dans certaines zones. Cette absence de précipitations prolonge une période de sécheresse récurrente qui affecte la région depuis plusieurs années, sans véritable répit entre les cycles. Cette situation a engendré une crise humanitaire préoccupante, nécessitant une aide d'urgence immédiate. Au-delà de l'aide ponctuelle, il est crucial de mettre en place des solutions durables pour renforcer la résilience de la région face à des épisodes de sécheresse qui deviennent malheureusement récurrents. Les plus vulnérables face à cette situation inédite sont notamment les éleveurs qui voient leur cheptel diminuer à vue d'œil et restent impuissants face à ce désarroi. Nous sommes touchés depuis un peu plus d'une année par une terrible sécheresse qui décime peu à peu notre cheptel et l'élevage devient de plus en plus difficile chaque jour. Et par voie de conséquence, cela rend difficile également la vie en communauté. Nos enfants tombent régulièrement malades à cause du manque récurrent d'eau. Nous demandons à notre gouvernement de nous venir en aide. Nous n'avons jamais vécu pareille sécheresse, une catastrophe qui touche d'ailleurs plusieurs endroits du globe. L'élevage est tout simplement impossible dans ces conditions. Aucun de nos animaux n'est épargné. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve et nous avons surtout peur pour nos enfants qui sont les premières victimes de cette calamité. Nous manquons cruellement d'eau et notre santé se détériore de jour en jour. Nous devons parcourir tous les jours des dizaines de kilomètres pour chercher des points d'eau pour nous-mêmes et notre cheptel. Mais entre notre besoin en eau et celui de nos animaux, le choix est extrêmement difficile, voire impossible. Nous attendons avec impatience le soutien et l'aide de notre gouvernement. Nos animaux n'ont plus rien à manger à cause du manque de pâturage. Et après avoir marché durant des heures pour trouver un point d'eau, nous devons parfois attendre des heures entières. Cette situation n'est tout simplement plus supportable. Nous avons besoin d'aide. Les coopératives propriétaires des périmètres agricoles de la région ne sont pas épargnées par ce phénomène naturel, mais ô combien dévastateur. Nos jardins et périmètres agricoles étaient jadis très productifs et nous permettaient de subvenir à nos besoins. Mais ces 2 dernières années, nos avantages ont drastiquement été revus à la baisse à cause des aléas climatiques et malgré notre travail acharné et notre persévérance, les résultats restent inchangés. Nous n'arrivons plus à irriguer la totalité de nos périmètres agricoles par manque d'eau. Et le plus souvent aussi, nos plantations sont attaquées par des parasites qui empêchent nos fruits et légumes d'arriver à maturité. Nous n'avons plus d'autre solution que de demander à notre gouvernement de nous apporter des réponses adéquates face à ces catastrophes qui mettent nos plantes, nos vies et celles de nos familles en péril. La localité d'Abaïtou regorgeait d'eau grâce à l'oued qui le traversait. Aujourd'hui, ce dernier tend vers l'assèchement à cause du réchauffement climatique qui ne cesse de sévir. Cette eau permettait aux puits d'alimenter les jardins grâce auxquels l'on pouvait se nourrir.
Mais tout ceci n'est qu'un lointain souvenir désormais. Nous avons cruellement besoin de denrées alimentaires de première nécessité, mais également d'eau potable pour nous-mêmes et notre cheptel. Face à cette situation, le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a décrété l'état d'urgence pour venir en aide à ces populations vulnérables, durement touchées par une sécheresse sans précédent et par l'impact du changement climatique. J'ai demandé à vous voir aujourd'hui, c'est que mon peuple aujourd'hui a un problème de sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Nous sommes des hommes et des femmes ici qui pensent à leur pays, qui pensent à leur population. Il faut préparer la riposte, la réponse, l'action, n'est-ce pas? Il convient à chacun d'entre vous avec la coordination du Premier ministre, mettre en place un plan d'action viable et urgent. Vous êtes à la tête des départements, plus sensibles les uns que les autres. Il convient de répondre à l'appel de notre population. Sitôt dit, sitôt fait. Le gouvernement, par l'intermédiaire du comité en charge de la lutte contre la sécheresse et présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamil, a lancé ce lundi 7 juillet les opérations d'octroi de l'eau de denrées alimentaires de première nécessité et des citernes d'eau pour les populations vulnérables de la région de Dikil. Et c'est le ministère des Affaires sociales et de Solidarité qui était en charge de l'acheminement de ces camions chargés à ras-le-bord. En somme, la région de Dikil reste confrontée à des défis importants liés à la sécheresse, mais des actions sont en cours pour renforcer la résilience et apporter une aide humanitaire. L'accent est mis sur une approche intégrée combinant l'aide d'urgence avec des solutions à plus long terme axées sur la résilience climatique et la gestion durable des ressources. On reste toujours dans le sud du pays, mais on change de région. Après le lancement réussi à Djibouti-Ville, les ateliers de consultation pour l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale s'est poursuivi dans les régions. Après Djibouti-Ville, Arta s'est fait au tour d'Ali Sebier d'accueillir la troisième étape de cette démarche participative sous le parrainage de la préfète adjointe, Mme Saïda Ouaberi Assoué, en présence du président du conseil régional, Sharmak Hassan Alaled, du représentant du ministère de l'Intérieur, Ali Mohamed, du directeur général du STID, Samat Al-Abdi, et des représentants du PNUD. Durant 2 jours, plus d'une quarantaine d'acteurs locaux composés d'institutions publiques déconcentrées du secteur privé, de la société civile, ont pris part aux échanges et ainsi enrichi la contribution de la région d'Ali Sebier à cette stratégie nationale. Cette stratégie nationale de cohésion sociale s'inscrit dans la vision Djibouti 2035 initiée par le président de la République, reposée sur le processus rigoureux initié par le ministère de l'Intérieur 2021 avec l'appui du PNUD et du CTID. Eh bien, écoutons le président du conseil régional et la préfète adjointe de la région d'Ali Sebier. C'est pour moi un honneur et un devoir de vous souhaiter la bienvenue dans notre région à l'occasion de l'atelier de consultation sur la cohésion sociale organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur en partenariat avec les STID, avec l'appui du PNUD, que je tiens à saluer ici une profonde reconnaissance. L'objectif de notre rencontre est clair. Identifier ensemble les facteurs qui renforcent ou fragilisent la cohésion sociale dans notre région, recueillir la perception mais aussi faire émerger des recommandations concrètes, pertinentes, adaptées à notre contexte. Nous devons profiter de cet espace d'échange aujourd'hui et donner la parole à toutes les composantes de notre société. Jeunes, femmes, leaders communautaires, religieux, acteurs économiques, confronter les expériences, croiser les regards et surtout bâtir un socle commun de propositions qui viendra enrichir la future feuille de route nationale. Permettez-moi, en ma qualité de représentant de l'État dans la région d'Ali Sebier, de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du lancement de cette session de formation sur la cohésion sociale
sous l'égide du ministère de l'Intérieur, du programme des Nations Unies, ainsi que le Centre de technologie de l'innovation pour le développement. Cette initiative que je salue avec la plus grande considération s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer les mécanismes de prévention des conflits, à promouvoir l'inclusion sociale et à consolider les vivre ensemble au sein de nos collectivités. Dans notre second magazine de cet après-midi, Djibouti bénéficie d'une situation stratégique très importante car elle se retrouve au carrefour du commerce maritime international. Cette position fait de Djibouti un centre commercial majeur pour la région, son économie étant fortement dépendante du commerce international. C'est un magazine de la rédaction. Djibouti bénéficie d'une situation stratégique importante à l'entrée sud de la mer Rouge, ce qui en fait un pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette position fait de Djibouti un pôle commercial majeur pour la région, dont l'économie dépend fortement du commerce international. Cette situation géographique permet d'accéder aux principales routes commerciales reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Une part importante du commerce mondial transite par cette voie navigable vitale et les ports de Djibouti constituent une plaque tournante stratégique pour les commerces maritimes dans la Corne de l'Afrique. Notre pays bénéficie de cette situation géographique privilégiée, surplombant la mer Rouge et les détroits de Bab el-Mandeb, l'un des passages maritimes les plus importants du monde. Cette situation stratégique dans la Corne de l'Afrique dont bénéficie Djibouti est devenue un centre d'intérêt mondial, attirant les investisseurs étrangers et renforçant la puissance commerciale et le développement économique de Djibouti. À cet égard, notre pays a organisé une conférence régionale sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Les objectifs de cette conférence étaient de positionner Djibouti comme un acteur clé et une plateforme logistique au cœur du commerce intra-africain, en soulignant les potentiels transformateurs des zones économiques spéciales pour stimuler la production et l'industrie manufacturière locale, créer des emplois et accroître le commerce intra-africain. La position géographique de Djibouti facilite les échanges et les transports, ce qui en fait un important carrefour commercial régional. Cela représente un point de transit clé pour les commerces intercontinentaux, faisant de notre pays une destination majeure pour les compagnies maritimes internationales et une plaque tournante essentielle pour faciliter les transports et la distribution des marchandises vers le marché africain voisin. La croissance économique de Djibouti s'est accélérée, portée par une activité portuaire accrue qui a placé le pays au cœur d'un paysage commercial mondial en pleine mutation. Djibouti, porte d'entrée de l'Afrique sur le monde, est un corridor majeur pour les commerces internationaux, par lesquels transite une part importante du commerce maritime mondial. Le gouvernement djiboutien a investi dans le développement des infrastructures, notamment portuaires et maritimes, faisant de Djibouti un pôle logistique régional au service du pays. Le terminal à conteneurs de Doralé a franchi une étape historique, avec un volume de manutention des conteneurs grâce à l'utilisation d'équipements de pointe et un personnel qualifié. Grâce à ces infrastructures de pointe et à ces équipements modernes, les terminals jouent un rôle clé dans la promotion du commerce africain et l'amélioration de la compétitivité des ports régionaux. En 2018, le Centre des ressources et des compétences a atteint un taux d'insertion professionnelle de plus de 67%. Ces résultats probants ont incité notre gouvernement à créer, dans le cadre du partenariat public-privé, une nouvelle structure dédiée à l'apprentissage des métiers liés au secteur du transport, de la logistique et des ports. Dès là, je vous emmène dans le sud du pays où les festivités organisées par la Fédération djiboutienne de football semblent avoir été un événement mémorable et significatif pour la communauté rassemblant des centaines d'enfants âgés de moins de 11 ans. Cet événement non seulement a sensibilisé les jeunes au football, mais également renforcé l'engagement de la région envers ce sport. La présence de personnalités influentes comme M. Cyril Bouha, membre du comité exécutif et président des ligues régionales, de M. Ilyas, technicien de la Fédération djiboutienne de football, témoigne de l'importance accordée à l'événement. Leur implication, ainsi celle de M. Psafa, président de la Ligue de Dikil, et son équipe, montre son soutien fort collectif pour la promotion du football à Dikil. Régional, soulignant également l'importance des partenariats locaux dans le succès de telles initiatives. Ce festival représente un pas significatif plutôt vers la création d'une culture footballistique chez les jeunes et peut-être même l'émergence des futurs talents dans la région.
Dans l'actualité internationale, 5 soldats israéliens tués dans une embuscade au nord de la Gaza sur fond d'escalade militaire et d'espoir croissant de cesser le feu. Ces 5 soldats israéliens ont été tués, au moins de 14 autres blessés lors d'une opération de grande envergure menée par la résistance à Beit Hanoun au nord de la bande de Gaza, selon un communiqué de l'armée d'occupation publié mardi matin. Des médias israéliens avaient auparavant rapporté la mort de ces 5 soldats et 10 blessés. Eh bien, la directrice générale de l'organisation internationale a déclaré que la moitié des 56 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sont en péril, sont menacés en raison des conséquences directes du conflit. L'UNESCO prend cette semaine des décisions concernant trentaine de sites, parmi lesquels des grottes préhistoriques, des forêts, des écosystèmes marins, que des États membres ont proposé d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial, de plus en plus menacé par le changement climatique et les conflits. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a entamé lundi à Paris sa 47e session élargie pour examiner ces candidatures présentées par plusieurs pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, le nombre des victimes des inondations catastrophiques qui ont frappé l'État américain du Texas s'est élevé à moins de 104 personnes, tandis que les recherches intensifiées se poursuivent pour retrouver des dizaines de disparus, dont la majorité sont des enfants qui séjournaient dans des camps d'été au moment du drame survenu pendant le congé du 4 juillet. Les agences d'urgence ont confirmé que les fortes pluies ont fait monter le niveau de la rivière d'environ 8 mètres. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.